Il est 8h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Et le journal de David Doucan, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une, David. On ne le dira jamais assez, les écrans sont mauvais pour nos petits. L'exposition à la télévision ou aux tablettes impacte le développement des jeunes cerveaux européens, vous révèle des chiffres alarmants dès le début de ce journal. Course-poursuite sur les pistes d'un aéroport, attaque au couteau en plein Paris, règlement de compte en série dans le sud de la France et globalement une délinquance en hausse depuis le début de l'année. Les élus locaux sont souvent démunis, vous entendrez. Le maire de Grenoble, il lance un appel de détresse. Et puis vous découvrirez le transport du futur. Paris-Le Havre en 17 minutes, ce sera bientôt peut-être une réalité. Ce n'est ni en avion ni en hélicoptère. Projet innovant et passionnant à la fin de cette édition. Europe 1. Pas d'écran avant 3 ans. La préconisation est simple, c'est celle des plus grands spécialistes médicaux et ce n'est pas inutile de le répéter. Notre service santé vous révèle ce matin les résultats d'une enquête de l'INSERM. Des chiffres affolants, tenez-vous bien, 75% des enfants de moins de 2 ans, regardent la télévision tous les jours. Précision et témoignage, Mélanie Gomez. Ce qu'on voit d'abord dans cette étude, c'est qu'à 2 ans, l'écran le plus utilisé, c'est la télévision. 2/3 des tout-petits la regardent même tous les jours et parfois ça commence encore plus jeune, comme chez Elena, maman de 2 garçons. 12 mois, je pense, des petits dessins animés qui sont adaptés à l'âge. Si c'est vraiment utilisé à petite dose, c'est pas un problème. Ça peut être un film, ça peut être YouTube Kids, voilà, ça rend service et puis tout le monde est content. Ensuite, si on prend les ordinateurs ou les tablettes, même si l'enquête montre qu'à 2 ans, une majorité d'enfants n'y touchent pas, il y en a quand même 20% qui les utilisent au moins une fois par semaine. C'est le cas de Corinne, elle a 3 enfants et elle l'avoue, avec le petit dernier, la tablette lui a souvent rendu service. Il devait avoir 18 mois, 2 ans. Il passait des nuits à se réveiller et pendant 1h30, 2 heures, il était complètement éveillé. Du coup, on le calait entre mon mari et moi au milieu du lit. Il regardait Petit ours brun, Choupi, voilà. Et cet usage précoce des tablettes et des smartphones, Jonathan Bernard de l'INSERM précise qu'il est plus fréquent dans les familles nombreuses. Les enfants qui ont au moins 2 frères ou sœurs ont tendance à moins jouer aux jeux vidéo mais à utiliser plus souvent des smartphones. Enfin, même si quasi tous les enfants de 2 ans sont exposés à la télévision, la durée d'utilisation reste faible. Pour la moitié d'entre eux, c'est moins de 30 minutes par jour. Les informations de la spécialiste santé d'Europe 1, Mélanie Gomez. Europe 1, il est 8h03. Il y a ces images de cette course-poursuite sur les pistes de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Eh bien, ça nous a marqué hier. Oui, l'homme de 31 ans au volant de la voiture est à cette heure en garde à vue. Il souffrirait de troubles psychiatriques. Mais la scène que vous rappeliez, Nikos, pose la question de la sécurité aux abords de nos aéroports. Écoutez, Nadia et Sonia, elles travaillent à Lyon Saint-Exupéry et bien sûr, elles sont inquiètes. Ils sont là à nous faire des contrôles, enlever les chaussures, mais là, une voiture a réussi à passer. C'est assez dangereux, quoi. Voilà, franchement, moi, je suis quand même en état de choc parce que on travaille là et on se dit que, voilà, comme je vous dis, on aurait pu être derrière la vitre. Une voiture, elle aurait pu écraser quelqu'un, quoi. Ou un avion aurait pu être parqué. Et ben voilà, il rentre dans l'avion explose, quoi. Témoignage recueilli par notre correspondant à Lyon, Jean-Luc Bouchon. Et vous l'évoquez, David, il y a un sentiment d'accumulation. Ils ont tous des problèmes psychologiques quand on écoute un petit peu les autorités. En tout cas, une accumulation de la délinquance, une nouvelle attaque au couteau en plein Paris, mais aussi des règlements de compte toujours plus nombreux dans le sud de la France. Le couvre-feu est en vigueur depuis cette nuit à la Seine-sur-Mer, dans le Var, pour les moins de 18 ans. Notre correspondante Nathalie Chevance nous en parlait dans le journal de 7h. Et les élus locaux sont de plus en plus nombreux à se sentir démunis. C'est le cas du maire de Grenoble qui est avec nous. Éric Piolle, bonjour. Bonjour. Vous lancez ce matin un appel sur Europe 1, un appel de détresse en direction de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Oui, effectivement, parce que les forces de police de l'État sont en recul. Sarkozy en avait supprimé 9000 postes, ça fait plus de 100 postes sur Grenoble quand il est supprimé, un quart des effectifs. Depuis, on ne voit rien venir. Alors que les collectivités mettent des moyens, l'État aujourd'hui a du mal à nous accompagner. Et le résultat, la situation chez vous, c'est quoi ? On sait que le procureur de la République avait affirmé n'avoir jamais vu une ville de cette taille aussi pourrie et gangrénée par le trafic de drogue. Oui, il y a effectivement depuis plus de 50 ans à Grenoble, une ville qui a été prise par la mafia, avec une présence de la mafia et maintenant du trafic de drogue qui évidemment génère une violence entre trafiquants, mais qui rejaillit aussi sur le climat de la ville. Et pourtant, à Grenoble, nous n'avons pas la prime pour les zones difficiles, pour le recrutement des policiers, cette prime qui existe à Lyon ou au Havre par exemple. Le trafic de drogue qui gangrène votre ville, ce sont des règlements de compte récurrents, mais ce sont aussi les citoyens qui en souffrent au quotidien ? Bien sûr, parce que
quand vous êtes habitant et que des dealers se sont installés là en bas de chez vous, qu'il faut s'excuser de demander pardon pour savoir si éventuellement vous allez pouvoir rentrer chez vous. À 100 mètres du commissariat, vous avez des dealers qui attendent dans un canapé les clients. Et quand, en plus, pour la sécurité du quotidien, on voit que les gendarmes ont été rajoutés pour surveiller les villes cossues juste à côté de Grenoble. Je crois qu'évidemment, ça renforce encore plus ce sentiment d'abandon. Merci Éric Piolle, maire de Grenoble. Votre coup de gueule a été entendu. Voilà donc pour le constat, David Doucan. On va parler maintenant des solutions. Et pourquoi pas armer tous les policiers municipaux ? C'est l'une des idées d'un rapport très attendu remis aujourd'hui au Premier ministre. Les auteurs sont 2 députés, dont l'ancien patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue. Près de 80 propositions, dont certaines sont assez radicales. Pierre de Cossette, de notre service police-justice, a pu prendre connaissance du texte. Revue de détail. Sur les 78 propositions de ce rapport, l'une d'elles retient particulièrement l'attention. Les 2 députés suggèrent que, par principe, la police municipale soit armée, sauf décision contraire du maire de la commune. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est au maire de demander au préfet l'autorisation de port d'armes pour sa police. Actuellement, 9000 policiers municipaux détiennent un pistolet automatique, soit près d'1 sur 2. Les 2 élus souhaiteraient aussi que les policiers municipaux accèdent à davantage de fichiers de police, celui des personnes recherchées ou celui des véhicules volés, pour gagner du temps. Efficacité, fluidité, c'est ce qui conduit les 2 députés à souhaiter que certains policiers municipaux puissent se brancher sur les fréquences radio de leurs collègues de la police nationale ou des gendarmes pour communiquer en cas de besoin urgent. Autre idée, alors que les polices municipales n'ont souvent pas de service de nuit, que les images de vidéosurveillance des communes soient accessibles en direct par les policiers et les gendarmes dans leurs états-majors, ce qu'on appelle les salles de commandement, que le rapport de l'ancien patron du RAID préconise de fusionner dans chaque département. Les informations de Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. Europe 1. À suivre le premier dossier explosif. Et il est sur le bureau du nouveau ministre de l'écologie. Cela concerne une montagne d'or. Beaucoup de réactions lors de ce journal de 8h sur Twitter. Et les salutations du maire de Cannes, David Lisnard, qui nous écoute ce matin, qui a réagi à l'interview de Luc Ferry à propos de la mythologie, de l'éducation et de la politique. La suite du journal avec David Doucan et le sujet polémique en Guyane. On vous parle de la montagne d'or. Oui, c'est le plus gros projet minier en France. L'idée est de créer une gigantesque exploitation au cœur de la jungle guyanaise. On espère excaver 85 tonnes d'or en 12 ans. Sauf que sur place, 7 habitants sur 10 sont contre. Ils craignent un désastre écologique. Reportage Jean-Jacques Herry. 8 km² à déboiser, un trou béant au cœur de la jungle amazonienne et une fosse de 200 mètres de profondeur d'où doivent sortir des millions de mètres cubes de roches. Le tout traité au cyanure pour en extraire 85 tonnes d'or. Voilà le projet sur le papier. À la fin du processus, les résidus toxiques seront confinés dans des bassins. Selon Marie Fleury, porte-parole d'un collectif d'opposants, ces digues finiront forcément par céder. Partout dans le monde, on a des exemples de rupture de digues. Toutes les boues cyanurées et hautement toxiques se répandent dans l'environnement. Tous les poissons de la rivière vont crever. Toute vie va s'éteindre dans cette rivière. Mais au long terme écologique, les élus opposent le court terme économique. David Richet, le président des maires de Guyane, voit d'abord les 750 emplois promis par le consortium russo-canadien dans une région minée par 22% de chômage. On ne crée pas de richesse et on ne crée pas d'emploi. En termes de chômage, on est les champions du monde. Où est-ce qu'on peut se payer le luxe de passer à côté d'un tel projet ? Selon le rapport de la commission du débat public, les entreprises minières n'ont pas su rassurer sur leur maîtrise des risques du projet. Le consortium a maintenant 3 mois pour dire s'il souhaite ou non poursuivre sa mise en œuvre. Le nouveau ministre de l'écologie a déjà prévenu qu'il faudrait amender ce projet minier. Emmanuel Macron, lui, est plutôt favorable à l'exploitation du gisement. On verra si François de Rugy emporte cet arbitrage. À 8h15, l'invité politique d'Audrey Crespo-Mara sera l'eurodéputé du Rassemblement national, Nicolas Bay. Nouveau signe de l'essoufflement de la croissance, l'INSEE vient de publier les chiffres définitifs de l'emploi salarié au 2e trimestre. Les créations augmentent toujours, mais moins vite que ces derniers temps, seulement 12 500 emplois de plus. C'est aussi la conséquence de la baisse des contrats aidés décidés par le gouvernement. Europe 1, 8h11. On va parler maintenant d'un projet un peu fou, mais comme on les aime, David Doucan. Bien sûr. Imaginez Paris-Orléans en 13 minutes. Tout en restant sur Terre. C'est la promesse d'une start-up française, des ingénieurs basés à Saran, dans le Loiret. Leur projet, c'est le Space Train. Ça se prononce comme ça. Vitesse moyenne 500 km/h avec des pointes à plus de 700. Ils y croient. Reportage avec ses inventeurs de génie, François Coulon.
15 ingénieurs conçoivent près d'Orléans ce train révolutionnaire qui sera propulsé sur un monorail par des moteurs à induction créant un champ magnétique. Émeric Glaise, patron de la start-up Ozone Studio. C'est une navette sans roue sur coussin d'air à 2 mm du sol, pouvant aller jusqu'à des pointes de 700 km/h. C'est des moteurs qui sont silencieux, alimentés par de l'hydrogène. On n'est pas du tout polluant, c'est de l'eau. On prévoit ces premiers tests fin 2019, début 2020. Avant ça, il faudra récolter 30 millions d'euros pour réhabiliter la voie perchée à 6 mètres de hauteur de l'aérotrain et fabriquer 2 prototypes du Space Train. Par rapport au TGV, la construction des lignes devrait être très compétitive. Thomas Bernin, porte-parole. Nous, on se situe à environ 10 millions d'euros du kilomètre. Par rapport à la SNCF, 2,5 fois moins cher. On regarde actuellement beaucoup plus les lignes interurbaines qui font 300 km maximum. On peut proposer un Paris-Orléans en 13 minutes. C'est 5 stations de métro à Paris. Actuellement, Paris-Orléans, c'est 1h30. L'Île-de-France, les Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes suivent le projet de très près, commercialisation prévue en 2025. Le reportage de notre correspondant dans l'Ouest, François Coulant. Paris-Orléans en 13 minutes, je signe. Moi aussi. Merci David Doucan, c'était le journal.